bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous souhaite une bonne année 2026. Mais avant de parler de 2026, il va d'abord falloir parler de 2025. Et avant de parler de 2025, il va quand même falloir parler simplement du mois d'octobre, de novembre, de décembre et de mes dernières lectures de l'année. Parce que je sais que vous les attendez avec grande impatience. Alors elles ne sont pas très nombreuses. 2025 n'a pas été une année extraordinaire du point de vue de la lecture. J'ai eu même un certain nombre de petites déceptions et je pense que je vous en parlerai dans une vidéo bilan si j'y arrive, je l'espère. On y croit. Mais en attendant, on va surtout parler de ce que j'ai lu novembre-décembre, même j'allais dire octobre, parce que j'ai traîné des lectures. J'ai été malade début novembre et en fait pendant 4 semaines, mais vraiment bien malade. Donc je n'ai rien lu du tout. J'ai eu vraiment un mois de diète, de pause, de régime. Mais j'ai repris en décembre parce que je me suis rappelé que j'avais des engagements et que je devais tenir ces engagements-là. Donc, sans plus tarder, je vais lancer l'incroyable générique. On se retrouve juste après pour parler d'une déception et en même temps d'une victoire. Voilà, je vous laisse, pas plus de suspense. En 2025, j'ai commencé la fameuse saga Un Palais 2. Je me suis longtemps d'ailleurs moqué des titres que je trouvais un petit peu ridicules. Un palais d'épines et de roses, un palais de colère et de brume, un palais des briques et de broc et de je ne sais quoi. Et en plus, c'est devenu un peu la grande mode de faire des titres avec deux éléments ensemble. Donc vous avez après le trône de machin et de trucs, un Noël de bidule et de... Enfin voilà. Et c'est un peu insupportable ces petites modes comme ça, mais bon, que voulez-vous ? Sarah J. Maas a lancé et inspiré de nombreux auteurs et surtout autrices dans la romance. J'avais le tome 2, on retrouve notre cher Fair. Et ça, c'est une première surprise, parce qu'honnêtement, je pensais que le tome 2, ça allait être un peu comme les Bridgerton et on allait passer à quelqu'un d'autre. Mais bon, on retrouve Fair, qui commence à se poser des questions. Est-ce qu'elle se demande si elle fait bien d'épouser un homme qu'elle connaît à peine ? Elle commence à avoir quelques doutes, surtout que cet homme devient de plus en plus paranoïaque et cherche à l'enfermer, la contrôler, la manipuler. À ce moment-là, elle réalise qu'elle a peut-être fait une erreur et décide de s'enfuir avec un homme dont elle se méfiait beaucoup, mais finalement, elle se méfiait pas du premier et il se révèle être un gros psychopathe, donc elle se dit, je vais partir avec celui qui me faisait très peur au début. Tout cela se passe avec, en fond, une ambiance de guerre, parce qu'il y a un roi qui, depuis très longtemps, il est très méchant, veut faire la guerre aux Fae, et apparemment, il a décidé de la faire pour de bon maintenant. Ça fait 1000 ans qu'il prépare sa guerre. Là, il a l'air d'être prêt. Donc, Fer se retrouve un peu au milieu de tout ça. Et c'est ce qui nous donne le tome 2. Moi, j'ai été très emballé par le début du tome 2 parce que justement, j'avais été assez agacé par la mièvrerie du premier tome et la façon dont Fer tombe très vite amoureuse de Tamlin. Sans qu'il y ait vraiment de relation construite. On ne sait vraiment pas trop pourquoi elle se met à l'aimer, si ce n'est que c'est un beau faé au pouvoir surnaturel très fort et avec une toison d'or sur son torse. Bref. Et là, on a une Fer qui commence à découvrir que les apparences sont trompeuses, qu'il faut se méfier des hommes, surtout des hommes qui ont vécu plus de 5000 ans. Et j'ai trouvé ça un peu plus intéressant. Ça nous permet d'avoir un triangle amoureux avec Rhys, ou Rhys, je ne sais pas comment vous l'appelez, qui était déjà introduit dans le tome 1, qui est un personnage intéressant mais en même temps très ambigu, parce que le mot consentement apparemment il ne connaît pas, et c'est un effroyable manipulateur qui profite de la situation pour obtenir ce qu'il veut. Sauf que c'est pas très clair ce qu'il veut dans le tome 1, et a priori dans le tome 2 on est censé le découvrir. Donc ce triangle amoureux Tamlin, Fer, Rhys, je l'ai trouvé souhaité, parce que c'est pour moi l'essence même de la romance. C'est lorsqu'on n'est pas trop sûr qu'elle va se produire et qu'il est censé avoir des obstacles. Donc il y a une tension qui s'installe au tout début puisque on voit notre héroïne qui a des problèmes dans son couple et en même temps qui retrouve un autre personnage qui lui est tout à fait charmant, charmeur. Et on se dit mais est-ce qu'elle va pas finir par envoyer promener le premier pour choisir le deuxième ? Cette relation Fer et Rhys, d'ailleurs, elle est bien développée, elle est bien construite.
Ils prennent le temps de se taquiner, de se découvrir. Rhys prend le temps justement de chercher à séduire Fer, de lui montrer ses bons côtés et de l'amener à réfléchir aussi sur ses mauvais côtés à elle ou à lui. Donc on a vraiment la sensation d'avoir deux personnages qui sont dans une phase de séduction réelle et pas juste oh, il est beau, je l'aime, je sais pas pourquoi. Je me suis laissé prendre au jeu pendant les 200 premières pages, mais vous voyez arriver en réalité au bout de 200 pages, j'étais ouais, ça prend pas la direction que j'attendais. Pourquoi ? D'abord parce que très vite, en fait, Tamlin, il finit à la poubelle. Il fait plus partie de l'équation. Au bout de quelques chapitres, Fer se dit oh ben finalement Tamlin il était méchant, je veux plus du tout de lui. Et donc ça pose problème parce que qu'est-ce qui retient vraiment Fer d'être avec Rhys ? Pas grand chose. Et on sent qu'il y a presque un obstacle factice fait pour durer et rajouter des pages. Non pas qu'elle est obligée immédiatement d'épouser Rhys, hein, elle pourrait simplement essayer d'avoir une histoire avec lui, et elle se refuse complètement à cette idée-là au départ. On a l'impression que c'est un peu forcé en fait. J'aurais préféré garder cette idée de... Elle est toujours amoureuse de Tamlin, et en même temps, il y a des choses qui se passent. Or, très vite, je vous le dis, pour moi ça a été trop mis de côté trop rapidement, et ce triangle amoureux, en fait, il ne tient pas debout. Il disparaît trop vite. Ce qui crée une forme de longueur. Vraiment, le tome fait 500 pages. Et moi, j'avais l'impression, en fait, que tout pouvait se terminer au bout de 200, en fait. Au bout d'un moment, on sait que elle va finir avec Rhys. On sait qu'à la fin, il va y avoir un problème, mais que ça va pas se régler en 50 pages. Et que ce problème va justement probablement les séparer pour un tome suivant. Et du coup, on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer pendant les 300 pages qui restent ? Les 300 pages qui restent, vous avez Fer, vous avez Rhys ensemble, qui se promettent à droite et à gauche dans des missions un peu à la MacGuffin, c'est-à-dire on doit aller chercher des objets, et en réalité, ces objets n'ont que peu d'intérêt, puisque le seul but, c'est de rapprocher Fer et Rhys. Et donc à chaque fois, il y a soit Fer qui est mise en avant parce qu'elle est extraordinaire et forte, soit c'est Rhys qui est mis en avant parce qu'il est extraordinaire et puissant. J'en profite pour ajouter que je ne comprends rien à la magie dans cet univers. Et d'ailleurs, je pense que l'autrice elle-même n'y comprend pas grand-chose. Il faut juste accepter que les Fae sont super puissants, que Fer est méga puissante, mais ils ne le sont pas tout le temps, notamment quand ça arrange l'autrice. Et que par moments, il y a des choses anti-magie qui les rendent vraiment très faibles. Et je sais pas, je trouve que c'est un peu d'une facilité. On a l'impression que leurs pouvoirs sont illimités, sauf quand finalement elle a besoin qu'ils ne le sont pas. Moi, ça me casse un peu quelque chose. Après, je sais bien qu'on n'est pas là pour avoir un système ultra complexe, mais quand même, ce serait bien d'avoir expliqué clairement les pouvoirs et leurs limites, plutôt que de voir en permanence Rhys être capable de supprimer des souvenirs, de créer des illusions de manière immense. Hein. C'est pas juste je crée une illusion d'un petit lapin, c'est je transforme une illusion sur toute une ville. Ça me fait beaucoup rire aussi parce qu'on a un personnage qui est ultra louche dès le départ. Et je pensais qu'il allait y avoir quelque chose autour de ce personnage au fur et à mesure du tome, et pas du tout. C'est-à-dire que le personnage est là pendant les 100 premières pages, on n'entend plus parler de lui, puis le personnage est à nouveau là dans les 100 dernières pages, et surprise, il débarque et dit « Eh oui, j'étais louche depuis le début, c'était moi qui complotais », et tout le monde est ouais, on le savait, c'est juste qu'on n'a rien fait, parce que on sait pas trop pourquoi. J'étais « Bah oui, pourquoi vous n'avez rien fait ? Vous vous doutez bien qu'elle est quand même que ce personnage est quand même sacrément bizarre. » Mais bon, c'est pas grave. J'ai détesté la fin. Honnêtement, j'ai trouvé que la fin du tome 2 était précipitée, mal construite, absurde. On a des personnages qui prennent des décisions qu'on ne comprend pas, qui sont ridicules. Tout ça pour créer une tension dramatique en moins de 50 pages, parce que c'est ça, hein, c'est vraiment une fin précipitée. J'ai détesté, et ça m'a pas spécialement donné envie de lire le tome 3, en fait. J'étais un peu... vos histoires là de Grande Guerre et de Roi d'Iburne, je veux dire, c'est quoi ce nom, et de complot entre maisons, je sais pas quoi, c'est très mal fichu. Enfin, moi, j'ai pas du tout aimé cette partie-là. J'ai remarqué quelque chose d'intéressant, et j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Enfin, intéressant. J'ai lu il y a pas très longtemps La Guilde des Ombres, je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, et je me suis rendu compte qu'en fait, l'histoire de La Guilde des Ombres,
ressemble beaucoup à l'histoire de un palais de quelque chose et de quelque chose. L'univers est différent, les personnages sont différents, mais quand on y repense, ce qui se passe dans le tome 1 de la Guilde des Ombres, comment Panama, désolé je reprends la voix de l'horrible Camargue, comment Panama tombe amoureuse d'un elfe, alors c'est pas un fae, c'est un elfe, et elle pense l'aimer, c'est son premier amour, c'est beau, c'est fort, c'est incroyable, pour se rendre compte que finalement cet elfe n'est pas quelqu'un de bien, pour dans le tome 2 rencontrer quelqu'un qu'elle n'aime pas trop au début et il passe son temps à se disputer avant de réaliser que c'est son âme sœur et qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Et c'est aussi d'ailleurs un elfe, non c'est pas un elfe, c'est juste un dragon je crois, je sais plus, bref. J'étais tiens donc, c'est quasiment ce qui se passe dans Un palais 2 et 2. Alors je sais pas à quel point l'autrice a lu Un palais et s'en est inspirée, mais je trouvais que c'était quand même des similitudes assez fortes. Après, vous qui êtes des grandes lecteurs ou lectrices de romances, vous allez me dire, en fait, peut-être que ça se retrouve dans chaque tome de toutes les séries. Je n'en sais rien, à vous de me dire. Dans tous les cas, ce que j'ai encore détesté pour mettre un point final à ma souffrance, c'était ces histoires d'âmes sœurs. Je déteste ça, mais vraiment, et je ne sais pas pourquoi dans les histoires de romantaisie, vous insistez à ce point là-dessus, parce que pour moi, c'est un tue-l'amour. Quoi ? Tu veux dire que tu aimes machin parce que c'est prédestiné ? Parce que vos âmes étaient liées par une magie puissante qui... C'est pas parce que vous vous êtes rencontrés, pas parce que vous avez passé de bons moments, pas parce que... Non, c'est juste une espèce de magie qui vous dépasse et qui vous oblige à vous rencontrer. Je déteste ce trope-là, je le supporte pas. Je comprends pourquoi il est utilisé, je comprends pourquoi il fait rêver, mais moi je ne veux pas. Je veux pas cette idée-là, ça m'énerve profondément, ne faites pas ça. Voilà. Donc, grande révélation, ça n'a pas été le grand coup de cœur attendu. Et pourtant, j'étais emballé par rapport au début. Mais pour moi, il y a 300 pages de trop. Ou en tout cas, il fallait revoir un petit peu autrement la manière dont c'était raconté. Parce que je me suis clairement ennuyé sur les 200 pages. Et la fin, j'avais juste envie de vomir tellement ça partait dans tous les sens et pas dans les bons sens. Pour cette fin 2025, j'avais un objectif. Terminer le tome 4 des archives de Rochard, Rythme de guerre. Et je peux vous dire que j'avais complètement oublié cet objectif-là. Quand j'ai terminé de lire Un palais de colère et de brume et de je sais pas quoi, début décembre, et là je me suis rappelé, je devais choisir, hein, j'étais là dans ma pile à lire en train de dire qu'est-ce que je vais prendre, je pourrais prendre ça, je pourrais prendre ça, et d'un seul coup j'ai eu un flashback de moi en train de dire au ralenti, cette année je termine le tome 4, et là j'étais, on est début décembre, l'année, c'est là où il se passe tellement de choses, j'avais tellement de trucs à faire, et j'avais 800 pages à rattraper des archives de Rochard. Let's go, c'est parti. Je commence tranquillement. En plus, j'ai un peu perdu l'habitude de lire, donc c'est pas grave, on y va, sincèrement. Hop, 25 pages le premier jour, 25 pages le deuxième, j'avance. Et là, je commence à faire mes calculs et je me dis, mais ça va pas du tout en fait. Si je lis 25 pages par jour, il va me falloir juste 40 ans pour terminer de lire le tome 4. Il va falloir accélérer. Donc je me suis donné un sacré coup de pied et j'ai réussi à finir quasiment, je crois que j'ai terminé le 30, les archives de Rorschach. Tome 4. Tome 4. Donc ça veut dire que 2026, on va lire le tome 5, la conclusion de cette épique saga. Alors, je ne peux pas vraiment vous en parler sans vous spoiler trop de choses. Je vais quand même vous parler un tout petit peu du résumé du tome 4, partie 2, de manière assez énigmatique, je l'espère. On a un certain nombre de personnages qui se retrouvent, j'allais dire, capturés, occupés par les méchants, ceux qui chantent. Et donc, on a toute une saison en mode un village français, où vous avez des personnages sous occupation, ceux qui chantent, qui doivent résister, se battre, ou alors collaborer et essayer de résister. Je vous l'avais déjà dit, pour le tome 4, on se concentre sur plein de personnages que j'aime trop, notamment le personnage de Navani, qui avait été pas forcément mis en avant dans les derniers tomes, mais alors là, et ce tome 4, à la partie 2, elle est incroyable. Mais qu'est-ce que j'ai aimé ces points de vue. On a à la fois le point de vue d'une mère, d'une dirigeante, d'une scientifique, et elle se retrouve plus ou moins à être obligée de collaborer
avec un affreux personnage, Raboniel, j'allais dire, une ennemie, et en même temps, cette ennemie, elle est intelligente, elle est brillante, et c'est dur pour Navani, en tant que scientifique, de ne pas accepter de travailler avec elle, et en même temps, elle a envie, mais elle veut aussi sauver, elle ne sait pas trop comment faire. J'ai adoré. Moi, j'ai adoré ces chapitres-là. Ils sont super intéressants, leur relation, elle est hyper ambiguë, parce qu'elles sont vraiment, comme Nadia, amie-ennemie. Il y avait une vraie tension, et Raboniel est une méchante extraordinaire qui à la fois sait jouer dans la tendresse, dans la subtilité, et parfois est d'une froideur et d'une... Elle est effrayante. J'ai adoré ce personnage. Kaladin. Kaladin, c'est un personnage que j'ai eu du mal à apprécier. Parce qu'il est un peu, comment dire, déprimant au début. Et en fait, je trouve que c'est quelque chose que Sanderson me fait mais extrêmement bien. C'est nous parler, j'allais dire de la dépression, en tout cas de ne pas trouver de but dans sa vie, de pas trop savoir pourquoi on se lève et avoir du mal à se lever quand on continue à échouer, quand on se dit mais à quoi ça sert tout ça. Et moi, ce qui m'a fait vraiment beaucoup beaucoup de bien dans ce tome 4, c'est que les réponses qu'il apporte, je suis capable moi de les entendre et de me dire mais c'est vrai en fait. Je trouve vraiment que dans la fantaisie que crée Sanderson, ça je crois que je l'avais déjà dit notamment pour Fils des Brumes et même pour les premiers tomes des archives de Rorschach, il y a une forme de générosité, de bonté qui fait que moi ça m'aide dans ma vie du quotidien de voir ces personnages-là s'en sortir. Et ils s'en sortent pas parce qu'il y a la magie, ils s'en sortent pas parce qu'il y a une espèce de divinité qui les sauve et qui leur donne de la lumière autour. Ils s'en sortent parce qu'ils arrivent à trouver une réponse qui correspond à ce dont ils ont besoin. Je trouve ça extraordinaire en fait. Parce qu'il arrive vraiment à nous mettre un personnage qui est dans une forte dépression. Mais il le fait sur 1000 pages, donc forcément nous on y croit et on se dit mais comment il peut faire pour en sortir? Comment il va faire pour en sortir? Quelle est la réponse qu'il va trouver? Et quand la réponse elle est apportée, je trouve que c'est un tel soulagement. Moi je vous le dis, ces passages-là, je pleure. Vraiment. Le moment où on sait que le personnage est au fond du fond du fond, et que c'est à ce moment-là où il va trouver la réponse, mais je pleure, parce que les réponses qu'on lui donne, qu'il trouve par lui-même, parce qu'en plus c'est ça la beauté de la chose, c'est que Kaladin, et enfin les radieux doivent prononcer des paroles, des serments, mais c'est à eux de trouver les serments qu'ils doivent prononcer. Et donc c'est lui qui trouve la réponse, et quand il trouve cette réponse-là, dans le tome 4, mais j'ai trouvé ça beau, triste en même temps, ça a été... Pour moi, c'est une révélation. Alors, on va dire, je suis naïf, comment ça se fait, comment tu peux te faire avoir par des trucs aussi clichés, c'est quoi ça? Bah, je sais pas. Moi, ça me fait du bien d'avoir de la fantaisie qui me fait du bien aussi. Oui. Alors, évidemment, c'est super, super long. Et ça, c'est un problème que je ne cesse de répéter avec Sanderson. J'arrive pas à savoir si ça serait mieux si c'était plus court ou si c'est nécessairement long pour créer un véritable impact. Parce que c'est long, mais moi, depuis que je me suis mis à lire Sanderson un petit peu tous les jours, pas 100 pages en une journée, parce que ça, je trouvais que ça m'énervait trop. C'est-à-dire qu'on lisait le point de vue de Kaladin, on avait un point de vue d'un autre personnage, puis on avait à nouveau le point de vue de Kaladin, et on se dit, mais on n'avance pas. Sauf que là, je lisais, allez, tous les jours, 25 pages, 50 pages maximum. J'avais 3-4 points de vue maximum, qui ne se répétaient pas. Et du coup, à chaque fois, je voyais l'évolution, les progressions. Et j'ai réussi vraiment à apprécier chacun de ces points de vue à sa juste valeur. Et chaque jour, j'allais voir, tiens, comment ça va chez Navani, comment ça va chez Kaladin, comment ça va, etc. Ah, ça va pas, ça va bien, voilà. Et quand vient la fameuse délivrance à la toute fin, c'est une vraie délivrance. Moi, ça me soigne, ça me guérit, ça me fait du bien. Je sais pas si vous comprenez ça, vous avez cette sensation-là, mais c'est vraiment, moi, une œuvre qui me touche vraiment. Et c'est étonnant parce que je lui concède, je lui vois plein de défauts, mais vraiment j'en vois plein. Mais pour moi, s'il y a bien un auteur de fantasy qui est capable d'intégrer une dimension psychologique forte à ses personnages, enfin qui va avoir un impact, c'est-à-dire que cette dimension psychologique-là, elle joue sur la guerre, est-ce qu'il est capable de se battre ou non, est-ce qu'il prend les bonnes décisions ou non, et les réponses apportées, ce ne sont pas des réponses magico-divino, ex machina, etc. Ben j'en connais pas beaucoup, moi, des auteurs de fantasy qui m'aident comme ça, vraiment. Mais pour moi, Sanderson, ça reste la fantasy qui m'aide à avancer. La vie avant la mort.
Voilà, j'en suis à citer les paroles des radieux premier degré. Vraiment, je suis des fois le matin, pour me donner la pêche, le moral, je me dis ça, allez, on fait le serment des radieux. Bref, donc ça a été une bonne lecture. Voilà, une très très bonne lecture. J'ai vraiment beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé ce tome 4, de le finir ce tome 4. Il apporte des réponses en plus. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'attendais. On commence à vraiment voir la fin arriver. Il s'est passé des choses par contre effrayantes sur la fin. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va donner tout ça? Et c'est quand même une fantaisie qui est vraiment exigeante. Parce que régulièrement, il y a plein de choses qui se passent et je comprends pas. Il fait des références, il évoque des systèmes de magie, il parle de divinité, de planètes. Et moi, je suis un peu comme les autres personnages et je me dis, mais je ne comprends rien. Et c'est pas grave. Je suis content aussi à la fin de me rendre compte que ce système-là, il a une cohérence, on comprend des choses. J'aime bien quand on comprend le titre de l'œuvre. Rythme de guerre, bon, pour moi au début, il évoquait effectivement les rythmes qu'adoptent ceux qui chantent. Mais en même temps, je les ai jamais entendus parler de rythme de guerre. Et soudainement, quand ce rythme de guerre prend du sens et prend sa dimension, j'adore ça, j'adore comprendre et me dire. Donc j'ai terminé 2025 avec une très bonne lecture. Objectif 2026, finir les archives de Rorschach. Je n'y crois pas, ça fait quand même des années que je suis dessus et je crois que j'ai lu cette année 3 tomes des archives. 3 tomes sur 8 quand même. Ah ouais, non, ça fait pas mal, ça fait pas mal. Voilà, c'est comme ça que j'ai terminé l'année 2025 et c'est comme ça que je commence l'année 2026. J'ai déjà 2 lectures commencées. J'espère pouvoir les terminer rapidement et vous en parler courant février-mars. J'aimerais bien vous faire un vrai bilan de cette année 2025 pour revenir sur ce que j'ai lu, sur ce que j'ai aimé, sur ce que j'ai pas aimé, sur mes difficultés de lecture, parce que je crois que je suis autour d'une quinzaine de lectures et je me dis, waouh, comment je suis passé de 30 à 15 en un an. Mais en tout cas, c'est toujours un grand plaisir et ça me fait immensément de bien de finir l'année avec vous, de commencer l'année avec vous. Plein de choses se préparent pour moi, pour vous, j'en suis sûr. 2025 est une année terminée, c'est l'heure de 2026. Parlez-moi de votre première lecture de 2026 et moi je vous dirai très bientôt ce qu'il en est, sauf pour celles et ceux qui me suivent sur Goodreads, parce que je pense que vous êtes régulièrement spoilés, mais c'est pas grave, vous avez le droit aussi d'avoir d'avoir des nouvelles indirectement de temps en temps, et plus souvent que malheureusement ici. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, on se retrouve très vite, merci à vous, bye bye.